Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter mes livres lus au mois de juin. Alors il faut savoir que ce mois de juin j'ai beaucoup lu sur ma liseuse, il n'y a que 4 livres papier, c'est ça. Et aussi je me suis lancé un challenge parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de sagas commencées et pas terminées et que ça me saoulait en fait. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de terminer un maximum de sagas. Alors bien évidemment je me suis décidée au milieu du mois de juin, donc vous vous doutez bien que mes objectifs n'ont pas du tout été remplis, mais je trouve que j'ai quand même bien avancé et finalement je pense réitérer l'expérience un prochain mois parce que comme ça me débarrasse entre guillemets de mes sagas qui traînent depuis tellement longtemps dans ma palle. Ce mois-ci j'ai donc lu 15 livres, comme je le disais, 4 en papier, le reste en liseuse, et je vous propose de commencer tout de suite. Alors comme d'habitude ne vous inquiétez pas, même s'il y a 15 livres ça risque d'aller vite parce qu'il y a, comme je vous le disais, beaucoup de sagas, donc beaucoup de tome 1, tome 2, tome 3, etc. On va commencer tout de suite avec un one shot et il s'agit de Bord de terre de Juliette Thévenot. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes book haul il me semble, donc je ne vais pas vous répéter le résumé. Si ça vous intéresse je vous mets la vidéo dans le petit i et dans la barre de description. Donc en 2-3 mots, j'ai pas vraiment aimé. Je sais qu'il y a énormément eu de commentaires positifs partout. J'ai très rarement vu de commentaires négatifs et je comprends pourquoi il y a autant de positifs qui est ressorti de ce livre. Je comprends pourquoi autant de gens ont aimé. Mais moi je suis passée totalement à côté de ma lecture. Point positif quand même, c'est le premier livre de Juliette Thévenot et je trouve que pour un premier livre, franchement elle s'est vraiment bien débrouillée parce que c'est déjà une belle brique. Les personnages sont quand même bien exploités, l'univers est ouf, enfin voilà, elle a carrément inventé un nouvel univers avec ses goths, ses créatures, etc. Donc rien que pour ça, je suis admirative de son travail. Maintenant, voilà, c'était pas pour moi. Je sais pas pourquoi il y a des livres comme ça, on sait pas expliquer. Il y a un des personnages par exemple qui est autiste et je m'attendais à ce que peut-être l'autisme soit plus exploité, finalement pas tant que ça. J'avais peur pour Inès, qui est l'autre héroïne principale qui a 12 ans, j'avais peur que son âge me pose un frein parce qu'elle serait peut-être trop jeune et finalement je l'ai trouvée totalement en décalage avec son âge et c'est ce qui m'a dérangée, donc comme quoi. Et puis voilà, il y a énormément de personnages, il y a énormément d'actions, d'événements qui sont parfois incohérents, on comprend pas tout. C'est un univers totalement loufoque et je pense que soit on accroche, soit on n'accroche pas dès le début, et malheureusement moi dès le début j'ai eu beaucoup de mal et au fur et à mesure de ma lecture ça m'a complètement perdue. Donc voilà, je comprends encore une fois pourquoi est-ce que les gens aiment ce livre, donc je le conseille parce que je pense qu'il pourrait, je suis sûre, vu qu'il y a énormément de commentaires positifs, qui peut plaire à beaucoup de gens. Voilà, moi je suis passée totalement à côté, malheureusement, trop d'incohérences. Je vais maintenant vous présenter une saga de 4 tomes écrite par Emma Green et il s'agit de The Boy Next Room, pardon, je vous mets toutes les petites couvertures là. C'est une romance, une romance typique demi-frère, demi-sœur, comme on connaît, avec plein de clichés comme on aime. Je vous ai déjà expliqué mille et mille fois pourquoi je lisais des romances dans quelques situations et là c'était pile dans ça. Et finalement ça va, j'ai bien aimé, ça c'est super vite les 4 tomes parce qu'ils font entre 120 et 150 pages il me semble, donc vraiment ça peut s'enchaîner. Les personnages sont pas si attachants que ça, mais ils sont pas nuls on va dire. Au bord de la piscine, sur la plage ou autre, une petite lecture détente comme ça c'est toujours agréable. Et puis, chose inédite pour moi, qui n'avait jamais lu de livre se situant dans ce pays, cela se passe en Australie et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et un autre livre de romance dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai fait une vidéo complète sur ce livre, que je vous mets dans le petit i et dans la barre de description. Il s'agit bien évidemment de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Si vous voulez connaître de quoi ça parle ainsi que mon avis, je vous invite à retourner voir cette vidéo. Et si ça vous fait peur de regarder une vidéo aussi longue, en 2-3 mots, ce fut un coup de cœur intersidéral, j'y pense encore maintenant. J'ai terminé la lecture avec les larmes aux yeux. Le dernier livre que j'ai lu avant de passer à mes sagas que je voulais terminer, il s'agit de C'est pas ma faute de Samantha Bailly. Donc c'est un livre qui est sorti, oui, avant le confinement et du coup qui a eu un peu de mal à décoller il me semble. Donc je l'ai lu sur ma liseuse parce que j'avais beaucoup aimé la trilogie Nos âmes jumelles de Samantha Bailly et que je voulais relire un livre d'elle et celui-là m'inspirait beaucoup avec l'histoire du fait que c'était une jeune fille youtubeuse de 16 ans, Lolita, qui disparaît du jour au lendemain et une de ses fans
qui ne comprend pas pourquoi a disparu décide de partir à sa recherche. Ça m'avait beaucoup plu parce que je me dis ouais, un peu de thriller, YouTube et tout ça, c'est actuel, c'est ce que j'aime, donc pourquoi pas. J'ai bien aimé ce livre, franchement c'est une chouette lecture, ça se lit très vite, je l'ai lu très rapidement. Maintenant j'étais un peu déçue parce que j'ai l'impression que les autrices ont pris tous les sujets un peu polémiques du moment, c'est-à-dire le racisme, l'homosexualité, la dépression, etc. et les ont mis dans le livre. Alors ça m'a dérangée parce que, non pas qu'on en parle, parce que bien évidemment c'est important d'en parler et c'est toujours bien quand des livres osent parler de ces sujets polémiques. Maintenant ce qui m'a dérangée c'est que du coup il y avait certains sujets qui n'étaient pas assez abordés parce que trop de sujets importants tuent le sujet important. Enfin voilà, par exemple l'homosexualité, on en parle comme quoi l'acceptation, etc. on connaît, enfin c'est dur de s'accepter et de faire accepter aux autres. Maintenant ça a été écrit de façon très survolée, très... Oui voilà, pas en profondeur, et j'ai trouvé ça dommage parce que au final c'est juste, j'ai eu l'impression que c'était juste pour rendre l'histoire un peu plus dramatique et rendre l'histoire un peu plus actuelle, enfin voilà. Après ce n'est que mon avis, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord pour le fait qu'il faille en parler de ces sujets-là, et clairement c'est important. Maintenant peut-être que un livre qui aborde autant de sujets importants, c'est peut-être pas l'idéal parce que du coup certains sujets sont moins mis en avant que d'autres. On va passer maintenant à mes sagas terminées. Alors je vais vous en présenter une en papier. J'ai terminé ce mois-ci le deuxième tome de Six of Crows. On va suivre 6 malfrats. 6 malfrats qui vivent à Ketterdam, dans les quartiers un peu chaud, on va dire, de Ketterdam. Ce sont clairement des malfrats, des brigands, enfin tout ce que vous voulez, des hors-la-loi. Dans le premier tome, ils vont être missionnés pour aller capturer quelqu'un qui a la possibilité de créer une sorte de drogue qui, si elle est prise par les Grisha, pourrait poser problème parce que ça décuple leur pouvoir et donc ça pourrait être la fin du monde. Clairement, on va pas se le cacher, ils sont missionnés mais ils font pas ça pour sauver leur monde mais bien pour l'argent qui est derrière, donc ça vous donne un peu la mentalité de ces personnages là. Et donc le deuxième tome, c'est dans la continuité de cette histoire, je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Je trouve que cette duologie est vraiment incroyable, l'univers est super riche, les personnages ont tous un passé, un background vraiment ont tous un background vraiment très intéressant. On s'attache beaucoup à eux, les histoires d'amour parce qu'il y en a, mais en fait ce qui est bien c'est que du coup les histoires d'amour c'est pas histoire d'amour pour dire d'avoir des histoires d'amour, c'est vraiment très recherché, c'est très subtil aussi et ça n'entache rien à l'histoire mais ça apporte un petit plus. Voilà, qui est plutôt pas mal. Si vous aimez déjà les anti-héros, je vous le conseille à 100%. Si vous aimez tout ce qui est vengeance, complot, trahison, sans valeur, enfin vraiment sans morale, sans valeur, je vous le conseille à 100% parce que vraiment cette duologie, elle m'a fait rire, elle m'a stressée par moments, j'ai versé quelques larmes parce que c'est très émouvant aussi. Je crois que vraiment le point fort c'est l'univers qui est super riche et la relation entre chaque personnage qui est aussi super riche et super attachant et super émouvant. Je vous présente un autre livre maintenant que j'ai lu sur ma liseuse mais dont j'ai le tome 1 en papier. Il s'agit de La rivière à l'envers, donc ici forcément c'est le tome 1 Tomek, et j'ai lu le tome 2 Anna de Jean-Claude Mourleva. Ce livre-ci, ça fait exactement, je l'ai reçu en 2006, donc ça fait du coup 14 ans que ce livre est dans ma bibliothèque, 14 ans que je l'ai lu et pendant ces 14 années je l'ai relu et re-relu et finalement je n'ai jamais eu l'occasion de lire le deuxième tome. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai jamais trouvé en papier en fait et là je me suis dit bon je l'ai trouvé en liseuse donc je vais le lire. Alors La rivière à l'envers, ça raconte, celui-ci en tout cas, ça raconte l'histoire de Tomek qui est un orphelin de 13 ans et qui vit dans un petit village et qui tient l'épicerie de ce village-ci. Et un jour, une jeune fille du nom de Anna va rentrer dans cette épicerie et va lui demander plein de choses jusqu'à un moment où elle va lui demander s'il possède une goutte de l'eau de la rivière Char, voilà. Et en fait, Tomek va lui dire non, il ne la possède pas et il va découvrir que cette rivière coule à l'envers et une fois qu'on boit un peu de son eau, on devient immortel ou en tout cas on ne meurt pas. Donc il n'a pas cette goutte d'eau et donc Anna s'en va un peu dépitée, un peu déçue et c'est la dernière fois qu'il la revoit. Mais Tomek il est quand même un peu perturbé par cette jeune fille, c'est un peu son coup de cœur on va dire et il décide alors de tout plaquer et de la suivre, de suivre ses traces. Et c'est ainsi qu'il va parcourir son univers, son monde, il va rencontrer des gens, il va
il va tomber dans des villages assez particuliers. Voilà, et espérer retrouver Anna et sa fameuse rivière Jar. Ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, et encore maintenant quand je le relis, c'est vraiment ça encore que j'aime, c'est l'écriture si poétique de Jean-Claude Mourleva. C'est l'univers qui est incroyable, c'est mignon, c'est touchant, c'est vraiment poétique. On arrive à un moment dans un village de parfumeurs où les fleurs endorment les villageois, enfin les visiteurs plutôt, et la seule façon de réveiller le visiteur, c'est de lui lire une histoire et de trouver le mot qui va le réveiller. Donc des fois ça peut durer des années pour trouver le mot magique de réveil, parce que le mot change pour chaque personne. Enfin voilà, c'est un peu l'univers comme ça, j'ai adoré. On parle du temps qui passe, de l'immortalité. Le tome 2, on est du point de vue de Anna, on comprend pourquoi est-ce qu'elle a voulu partir, retrouver cette rivière. On arrive au moment où elle rencontre Tomek dans son épicerie, et puis on suit du coup toute son aventure jusqu'à est-ce qu'elle va trouver ou pas cette fameuse rivière. C'est intéressant parce que c'est un peu nostalgique dans le sens où on retrouve des moments qu'on a vécu avec Tomek, parce que Anna est passée avant par les endroits où Tomek passe aussi, mais on découvre aussi de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, donc c'est tout aussi chouette. Maintenant je l'ai trouvé peut-être un peu moins poétique, pourtant dans le tome 1 je m'étais attachée à Anna même si on la suit pas. Mais ici dans le tome 2, j'ai pas retrouvé cet attachement, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai mis trop de temps avant de le lire, mais voilà. En tout cas, je la conseille tout de même parce que c'est une très très belle duologie, les livres sont pas très très gros. C'est une belle écriture et franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez envie de lire un petit livre tranquille de poésie, je vous le conseille. Je vais vous présenter maintenant une autre saga dont j'avais déjà lu le tome 1 il y a quelques temps et je me suis plongée dans le tome 2 et comme ça faisait quelques temps évidemment que je n'avais pas lu le tome 1, je me suis dit que j'allais le relire pour être sûre de ne manquer aucune information. Il s'agit donc de la duologie Cell 7, donc le tome 1 et le tome 2, écrit par Kerry Drewry. Le problème c'est que je sais qu'il y a un tome 3. Maintenant, je pense honnêtement que le tome 3 n'a jamais été traduit, parce que ça fait déjà depuis 2018, je pense, 2017-2018 qu'il est sorti et il est toujours pas sorti en français, donc malheureusement je pense qu'il sera jamais traduit et moi qui ne lis pas de VO. Mais finalement ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je trouve que la fin du tome 2 c'est une fin ouverte et on pourrait très bien imaginer ce qui se passe. Celle 7 c'est l'histoire de notre société dans le futur et la justice a complètement changé. La peine de mort est de retour et en fait tout ce que vous connaissez de la justice, donc les tribunaux, les avocats, les juges, etc., les enquêtes, police, machin, ça n'existe plus. Maintenant la justice est faite par le peuple. Donc le peuple qui décide de si oui ou non la personne est coupable. Et pour ce faire, elle vote par téléphone, comme pour une émission télé en fait. Elle vote pour dire oui ou non. Le peuple a 7 jours pour voter et pendant ces 7 jours, le coupable, enfin le présumé coupable, va passer de cellule en cellule, jusqu'à la cellule 7. La cellule 7 c'est la dernière cellule, là où se trouve la chaise électrique. En fait c'est devenu vraiment un business de télé-réalité, la justice, sauf que à la fin, des gens meurent. Et ça arrive que, même plus souvent qu'il n'en faut, que ce soit des personnes innocentes qui décèdent. En fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille appelée Martha qui va se retrouver dans ces cellules. Elle a 16 ans, 17 ans, donc c'est la plus jeune à se retrouver dans le couloir de la mort. Donc elle est accusée d'avoir tué une des personnes les plus influentes de la ville et elle va se retrouver du coup dans les cellules. Alors tout le monde la croit coupable, sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. Le coupable n'est pas forcément la personne que l'on croit. Le speech m'avait beaucoup plu, le fait qu'on parle de la peine de mort, de la justice comme une télé-réalité. Enfin vraiment c'est le genre de dystopie que j'aime beaucoup. Donc je me suis tout de suite embarquée dans cette histoire et j'ai pris énormément de plaisir à la relire et à découvrir le tome 2. Il y a beaucoup d'action, on est tout de suite dedans, on est stressé, enfin moi j'ai beaucoup stressé, il y a des moments d'angoisse, enfin vraiment de pression en fait et on se dit mais comment ils vont s'en sortir. Donc voilà, franchement c'est une très chouette duologie. Si vous avez le courage de lire le 3e tome en VO, je vous le conseille, je pense qu'il est tout aussi bien. Mais si vous aimez un peu les dystopies comme ça avec les dystopies un peu glauques, un peu terribles avec la peine de mort et machin, je vous la conseille à 100%, franchement c'est une très belle duologie. Je vous présente maintenant les 2 derniers livres que j'ai lus en papier. Il s'agit donc d'une duologie écrite par Stéphane Michaka et il s'agit de Cité 19. On va suivre l'histoire de Faustine qui un jour malheureusement va être convoquée par la police pour reconnaître le corps de son père parce que celui-ci est présumé décédé après avoir sauté
sauter d'un bâtiment. Elle va donc à la morgue et en fait là elle se rend compte que ce n'est pas son père, elle le reconnaît par ses mains parce que bien évidemment vous vous doutez bien qu'après une chute le corps est un peu détruit, mais elle ne reconnaît pas les mains de son père et donc là elle se dit c'est pas normal, mon père ne doit pas être vivant, ne doit pas être mort. Elle devient donc persuadée que son père a été kidnappé par une secte mystérieuse qui sévit à Paris à cette époque et décide donc de partir sur leurs traces, et pour ce faire elle se rend donc à leur point de rendez-vous qui est dans le métro et là elle va trébucher, elle va se réveiller 150 ans plus tôt à Paris. J'avais lu le premier tome il y a déjà 3 ou 4 ans il me semble et j'avais beaucoup aimé, je peux dire qu'à l'époque c'était même un coup de cœur alors que je m'y attendais pas du tout. Et ici avec ma relecture, le tome 1, ma relecture je l'ai plutôt bien apprécié. Maintenant c'est clair que ce n'était plus autant un coup de cœur que ça a été il y a 3 ou 4 ans. Ce qui m'a dérangé c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'incohérences. Et à ma lecture du tome 2 j'ai complètement décroché, j'étais complètement perdue. Je peux pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler, vous gâcher la surprise que moi j'ai eue. Mais ce n'est pas juste une histoire de remonter dans le temps, il y a beaucoup plus derrière. Tout ce côté science-fiction, scientifique, etc. ça m'a complètement perdue. Il y a énormément de points de vue, on suit Faustine, puis on suit quelqu'un d'autre, puis encore une autre personne. Parfois il y a des personnages qui arrivent, on suit leur point de vue, et puis ils disparaissent tout d'un coup parce que c'est pas des personnages intéressants. Enfin voilà, le temps qu'on s'habitue à un personnage, après il disparaît. Il y a des personnages qui arrivent dans le nouveau Paris 150 ans plus tôt, qui n'ont pour moi aucun intérêt d'être là. Il y a des histoires d'amour qui se forment qui n'ont aucun sens, enfin vraiment c'est incohérence sur incohérence. J'ai beaucoup eu de mal à accrocher et je suis vraiment déçue parce que encore une fois je trouve que ça avait beaucoup de potentiel. Malheureusement j'ai l'impression que l'auteur s'est perdu dans ses explications, dans son histoire. En tout cas je vous la conseille tout de même parce que si vous aimez la science-fiction, le thriller, les aventures, ça pourrait vous plaire, plus qu'à moi peut-être, je ne sais pas. En tout cas voilà, moi ça... c'était une déception tout de même. Je continue avec un énorme coup de cœur et une déchirure dans mon cœur d'avoir terminé cette trilogie. Ce mois-ci j'ai lu le tome 2 de ACOTAR et le tome 3 toujours de ACOTAR, écrit par Sarah J. Maas. J'avais donc lu le tome 1 le mois précédent et ici on a continué avec les filles en lecture commune, dont je vous mets le nom en barre de description. Je l'ai terminé récemment, le tome 3, hier, de quand je filme cette vidéo. J'ai pleuré. Vraiment, donc je vais pas vous raconter de quoi ça parle. Si ça vous intéresse, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo où j'en parle, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais voilà, c'est dans la continuité du premier tome, l'univers est toujours aussi incroyable, les personnages sont toujours aussi attachants. Il y a de l'aventure, il y a de la guerre, il y a des complots, il y a une histoire d'amour. Tout est réuni dans ce livre pour nous faire passer un bon moment. On s'accroche en personnage sans vraiment se rendre compte parce que je m'attendais pas à pleurer à la fin. Et finalement, les larmes ont vraiment coulé. Vraiment, je suis vraiment très triste d'avoir terminé cette trilogie parce que elle est juste ouf. Donc si vous ne connaissez pas, je vous la conseille fois 1000. Franchement, vous ne le regretterez pas. Et enfin, le dernier livre, toujours sur ma liseuse, il s'agit du tome 1 des Vivants de Matt de la Peña. Alors encore une fois, c'est une relecture parce que je voulais lire, je veux toujours lire le deuxième tome, que je suis d'ailleurs en train de lire. Je l'avais lu, le premier tome, encore une fois, il y a quelques années, et ça m'avait beaucoup plu. Et là, ma relecture s'est tout aussi bien passée. Franchement, c'est une très chouette duologie. Les Vivants, ça raconte l'histoire de Shai, qui a 18-19 ans et qui en fait pour les vacances décide de prendre comme job de vacances un job sur un bateau de croisière. Et donc il fait sa petite vie, il rencontre des gens, il travaille sur le bateau et tout, franchement pas mal comme job. Jusqu'au moment où en fait il va y avoir des tremblements de terre qui vont détruire la côte américaine et qui vont provoquer des tsunamis sur la mer, et donc forcément le bateau où Shai travaille va se retrouver pris dans ces tsunamis et vous vous doutez bien que ça va pas très bien se passer et qu'ils vont faire naufrage carrément. À côté, Shai il avait pris ce boulot parce que en fait dans son quartier il y a une maladie qui fait rage qui s'appelle la maladie de Romero, et une fois que vous l'attrapez 2 jours après vous êtes mort, en fait ça dessèche complètement le corps, et donc il avait pris ce travail pour un peu aider sa famille parce que son neveu est atteint de cette maladie. En fait dans le premier tome on a vraiment 3 parties, donc la première partie le calme avant la tempête, en fait on rencontre Shai, les autres personnages, on apprend un peu plus sur les personnages, sur leur vécu, sur le travail qu'ils font sur la croisière. Puis après on a la deuxième partie où là c'est complètement
La Muerte, dans le sens où il y a le tsunami qui arrive, c'est le naufrage, etc. Et la troisième partie où là ils survivent en fait, ils essayent de survivre. Vraiment on passe d'un état de stress à un autre, c'est incroyable. Enfin le livre on le lâche pas parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, si les personnages vont survivre, si ceux qu'on ne voit plus ont survécu. Enfin vraiment c'est incroyablement bien écrit, c'est incroyablement bien décrit. Et puis on apprend des révélations sur révélations. Enfin vraiment il y a quand même du mystère, c'est vraiment super bien ficelé. Donc si vous aimez un peu ce genre de livre dramatique comme ça avec un fond de mystère et un fond de thriller, je vous conseille énormément Les Vivants, le tome 1. Voilà, j'ai terminé avec cette update lecture, j'espère que c'était pas trop long et que du coup j'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres et de découvrir. Je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire votre update lecture du mois de juin, si vous avez beaucoup lu, si pas, quels livres avez-vous lu, lesquels avez-vous aimé. Moi franchement ce mois de juin il est en demi-teinte vraiment parce que j'ai eu quelques déceptions quand même. Et puis il y a quand même eu des livres qui ont rehaussé le niveau, donc voilà, c'est un mois de juin en demi-teinte, mais j'espère qu'en juillet ça sera beaucoup mieux. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, blabla, vous connaissez la chanson. Donc à la semaine prochaine, et puis en attendant, portez-vous bien!